Nous voici au début du mois de février, période choisie par certains pour ne pas boire la moindre goutte d'alcool. Cette tournée minérale est-elle la bonne réponse à un vrai problème? L'alcoolisme nous guette-t-il tous ou bien au contraire, on en fait un peu trop et on stigmatise un produit qui fait partie de la vie, de la culture en Belgique? Eh bien, on va échanger sur cette question. Bienvenue sur le plateau de Versus. Avec, comme chaque semaine, 4 invités différents, des profils et des avis complémentaires. Catherine Anac, bonjour. Vous êtes addictologue et vous êtes en charge du programme Alcool et vous à l'hôpital Brugman de Bruxelles. On verra notamment ce qu'il en est et ce que ça peut apporter aux gens qui nous regardent. Stéphane Chaud, vous êtes animateur et vous avez lancé ce site alcoolique.org. Vous partagez votre point de vue. 2000 jours que vous ne buvez plus d'alcool après en avoir bu beaucoup trop pendant bien des années. Ouais. Olivier de Brouwer, vous êtes quelqu'un qui vit de la production, vous êtes un des initiateurs de Brussels Beer Project. On verra si vous vous sentez stigmatisé et si vous estimez que votre produit mérite d'être défendu. Et puis Philippe Wiener, alors comment vous présentez? Administrateur à la Fédération Horeca, patron de restaurant à Bruxelles, et puis vous le dites vous-même, un esthète, vous appréciez la bonne chair. Peut-être avant de rentrer au cœur du débat, juste une question, qui de vous fait ou a déjà fait une tournée minérale un mois sans alcool? Allez, on répond en levant la main. Moi, j'avoue, je le fais. Stéphane Chaud, les autres pas. De toute façon, il n'y a pas de réponse universelle, mais on est allé poser la question à quelques Bruxellois. C'est une archive, ça date d'il y a 2 ans, mais la réponse n'a sans doute pas changé. Pour vous qui nous regardez, écoutez ce qu'en pensent ces Bruxellois. Parle, mois de février sans alcool. Non, parce que nous on boit pas. Ah oui, mais j'en fais pas partie. Pour quelle raison? Parce que j'ai pas envie. Toute l'année, je prends par exemple le choix de boire un godet tous les week-ends et pas en semaine. C'est aussi une manière de le faire. Mais c'est ce côté contraignant. Bon, je suis contre. Et pour quelle raison? Parce que je suis habitué à ma petite bière. Voilà, gentiment. Sans plus. Il y en a beaucoup qui disent on va essayer, mais ils ne feront pas. Hein. Moi, ça ne me concerne pas, je picole jamais. Donc voilà, ça fait 10 ans que j'ai plus bu d'alcool, donc je ne suis pas vraiment concerné. Mais pour ceux qui le font, c'est très bien. Moi, je préfère boire, quoi. Pas trop, mais quand même. Donc, je ne vois pas l'intérêt. L'année passée, je l'ai fait. Et cette année, je ne me suis pas inscrit, mais je pense le faire aussi. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a apporté l'année passée? Vous avez réussi à tenir un mois entier? Non, j'ai craqué à la fin. Mais bon, le fait de juste d'essayer, c'est un petit challenge. Et c'est vrai qu'on a des habitudes bien ancrées facilement. Et là, non, c'est un petit challenge sympa à relever. Ça doit aider certaines personnes, peut-être à se rendre compte qu'en effet, on peut très bien vivre sans abuser d'alcool et sans boire de l'alcool tous les jours. C'est une bonne chose de varier un petit peu, peut-être de découvrir d'autres plaisirs. L'alcool, c'est mauvais? Voilà, chacun son avis. Docteur Anac, on parle souvent de consommation problématique, on va y revenir. Mais pour vous, qui avez ce programme Alcool et vous, qui ne s'adresse pas qu'aux personnes en situation de grande dépendance, finalement, c'est quoi une consommation non problématique d'alcool, à part boire un verre tous les mois? Ça peut être à quelle fréquence, à quelle quantité? C'est une question très difficile que vous me posez. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé notre programme. Parce qu'on peut bien voir ce que c'est de beaucoup trop boire. Les personnes abstinentes n'ont pas de problème non plus. Mais le reste de la population est dans une zone intermédiaire grise qui peut évoluer. Et donc, comme on avait le souhait d'essayer d'aider les personnes à faire le point sur où elles en sont, avant que des problèmes éventuels naissent ou s'aggravent, on a créé un programme L'Alcool et vous, avec un petit bilan psychologique, addictologique, physique aussi, puisque des problèmes peuvent être existants de façon souterraine sans qu'on s'en rende compte. Et aussi, ce bilan est remis, on donne énormément d'informations, d'explications, et on donne aussi des armes de relaxation autres, puisque c'est aussi une des raisons de consommer de l'alcool. Donc ce n'est pas quelque chose de facile. Quels sont les signes pour quelqu'un, alors on entendra Stéphane Chaud dans un instant, mais pour quelqu'un qui ne se qualifie pas comme alcoolique, quels sont les signes qu'il est peut-être quand même un peu trop accro? Est-ce que c'est quoi? C'est la fréquence, c'est le type d'alcool? Est-ce que boire tous les jours des alcools légers, c'est moins grave que des alcools lourds? Oui, si c'est quotidien, mais que de temps en temps ou X fois par semaine un alcool plus fort? Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez peut-être appris qu'1 kilo de plume vaut 1 kilo de plomb.
Oui. Souvent, les boissons plus légères sont servies en plus grande quantité, les boissons plus fortes en plus petite quantité, donc souvent ça se vaut. Et l'éthanol reste l'éthanol, donc ça c'est le produit commun qui peut être toxique ou nocif pour certains. Mais je dirais, une consommation prudente, ce serait probablement pas tous les jours, et être très attentif à des questions de perte de contrôle et de perte de liberté. D'où C'est-à-dire l'intérêt de la tournée minérale. Ouais. En fait, de façon très insensible, ce qui est un plaisir gastronomique, social, psychologique, de bien-être, peut se transformer en besoin pour certains, et de façon lente et insidieuse. Et les personnes n'ont vraiment pas nécessairement conscience que ça se passe. Et donc, finalement, tournée minérale, c'est une façon de remettre de la volonté et de la décision là-dedans. De ne plus être pris dans des automatismes horaires, de circonstances, ou des automatismes psychologiques. Je dirais, essayer de voir si on gère les émotions de la vie autrement qu'avec l'alcool. Très Vous voyez, brièvement, parce que vous parlez Oui. de tournée minérale, si quelqu'un nous regarde et il se dit, moi je vais faire un mois sans alcool, et puis il craque. Dans 5 jours, dans 10 jours, il s'ouvre une bière, ou même 2 ou 3. Il doit faire quoi? Il doit de dire, tant pis, je réessaye l'année prochaine. Il doit se dire, je prolonge ma tournée minérale de 2 jours, ou il doit le prendre par un autre bout. C'est quoi le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui nous regarde là sur Versus BX1? Je lui conseillerais de se demander pourquoi ça n'a pas marché. Simplement, si ça n'a pas marché parce que bon, les circonstances ne s'y prêtaient pas, et voilà. Ou bien si dans le fond, c'était juste difficile de se déshabituer. Ok. Stéphane Chaud, votre consommation maximale d'alcool, c'était quoi? Et c'est venu comment? Alors, d'abord, merci de me recevoir. C'est super. Je trouve que c'est vraiment parfait d'être ensemble pour parler de ces choses-là. Alors, moi, je ne donne pas de conseils. Je vais juste raconter mon histoire en 2 mots. Je ne peux pas dire à combien j'ai terminé, mais la manière dont ça a commencé, on peut même mettre des dates. C'est 86, je découvre le concept de l'apéritif. Et il me faut 5 ans, jusqu'à 91, pour que l'apéro devienne quotidien. Et puis en 91, l'apéro est quotidien, mais bon, rien de dramatique, mais sauf que ça devient un 2e apéritif, 3e apéritif, etc. Et ça a monté comme ça pendant 25 ans. Donc les souvenirs que j'ai de mes derniers mois de consommation d'alcool, c'est un carton de vin de 6 bouteilles tous les jours, que j'allais ramener parce que j'habitais pas en Belgique à ce moment-là. Donc il y avait des vidanges, donc je ramenais un carton de vide et je prenais un carton de plein. Mais c'est un vague souvenir parce que la fin de ma consommation d'alcool, et c'est surtout ça qu'il faut dire aux gens, c'est important, je ne vivais plus. Donc je buvais, je faisais des blackouts, je rebuvais, je faisais des blackouts. Bon, ce que monsieur vit, alors là je pose la question à la cantonade, c'est évidemment inquiétant pour lui, mais l'immense majorité des gens sont très loin. Là, monsieur Wiener, vous êtes un amateur de vin, j'imagine que vous n'êtes pas 6 bouteilles par jour. Non. D'abord, je ne pourrais pas me le permettre. Voilà. Là, quand on est amateur, malheureusement, le vin coûte cher. Dans vos restaurants, vous voyez arriver des gens, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire, oh là là, mais celui-là, est-ce que je lui fais vraiment du bien? Ou bien vous avez quand même le sentiment que l'immense majorité de vos clients savent ce qu'ils font, quoi, et qu'ils sont raisonnables? Je pense que l'immense majorité savent ce qu'ils font, et puis il y a les contrôles sociaux entre soi. C'est délicat d'aller boire 6 bouteilles de vin face à un ami qui vous regarde médusé. Je ne vois pas comment ça pourrait se passer. Mais c'est vrai que je pense que chaque établissement a des clients où on voit que c'est un problème. On les repère, les clients qui sont a priori... qui abusent de la boisson? Mais pour mon expérience... C'est difficile de leur dire, venez pas chez moi, ils iront par ailleurs. C'est rarement des gens de passage, souvent, ça devient des habitués. C'est des gens qui prennent leurs habitudes quelque part et qui apprécient qu'on leur demande presque pas ce qu'ils souhaitent et qu'on leur apporte tout de suite leur petit verre à l'apéritif et des choses comme ça, oui. Donc, c'est pas qu'on les repère, c'est qu'on les connaît. Olivier de Brouwer, vous avez lancé Brussels Beer Project, vous êtes, je pense, un passionné par cette entreprise, on vous connaît dans les médias. Vous vivez comment la période tournée minérale? Vous avez l'impression qu'on stigmatise? C'est un peu comme si je faisais un plateau ici sur la sécurité routière et que j'appelais un fabricant d'automobile en lui disant « c'est de votre faute si les gens ont des accidents ». Vous vivez ça comment? Vous ne faites pas, vous, à titre personnel, la tournée minérale, si j'ai bien retenu? Non, tout à fait. Non, je trouve que c'est une démarche très saine. De simplement tous se poser la question. Alors on a envie ou on n'a pas envie de le faire, mais je pense que se poser la question à un moment de sa consommation d'alcool est très positif.
Je pense qu'effectivement, à titre personnel, moi j'ai créé Brussels Beer Project parce que je voulais avoir une entreprise, une brasserie qui soit en ligne avec mes valeurs, qui a un impact positif, à commencer sur notre staff, mais aussi sur les consommateurs, sur les événements qu'on organise, sur le plaisir de recevoir des gens dans notre propre bar. Et donc, évidemment, on veut essayer de limiter au maximum le côté négatif, parce qu'il existe, l'abus est mauvais. Donc, je pense que c'est plutôt une démarche très positive. On a d'ailleurs, sur les 30 personnes de Brussels Beer Project, il y en a une série qui le font. Et je pense que voilà, c'est de nouveau quelque chose de très sain. Chacun doit sentir à un moment, se dire, tiens, est-ce que c'est bien de faire une petite pause d'un mois ? Donc je pense, nous on voit ça plutôt positivement d'un point de vue général, alors forcément au niveau du business. Alors je pose la question à M. Wiener aussi, mais est-ce que vous avez senti depuis maintenant, allez, on va dire 4 ans que Tournée Minérale est récurrente en Belgique, qu'il y avait un impact sur vos ventes? Alors là, bon, évidemment pour l'Horeca c'est une période très difficile, oui. Mais est-ce que les années précédentes vous sentiez que les clients adaptaient leur consommation? Vous en avez dit ah non je fais un mois, et est-ce que ça reste rentable? D'ailleurs on sait que les restaurateurs, la vente de boissons ça fait aussi partie du chiffre d'affaires. Je ne suis pas persuadé qu'on le voyait dans nos chiffres, mais on en entendait parler. Quelqu'un qui fait la tournée minérale, il vous dira bonjour, et la deuxième phrase, c'est « je fais la tournée minérale ». Donc c'est déjà un indicateur que ça lui pose problème. Olivier Debreuer, vous l'avez senti brièvement ou pas? Non, pas nettement. Docteur Anack, on a un restaurant de qualité. J'imagine que vous allez nous dire que toutes les boissons que vous servez sont bonnes. Vous allez nous dire, monsieur Debreuer, que votre bière est bonne. Est-ce qu'il y a des alcools de meilleure qualité, que ce soit pour le foie? Je voudrais vous entendre aussi là-dessus après sur les habitudes de consommation, Stéphane Chaud. Mais voilà, parce que on a tendance à dire, c'est comme le champagne, tant que c'est du bon, ça va bien. C'est vrai ça? Je dirais qu'il y a surtout des produits de meilleure qualité sur le plan gustatif et sur le plan artisanal et de la fabrication. Maintenant, des produits industriels, c'est comme pour toute chose, mais sur le plan santé, ce qui est quand même difficile pour le corps, c'est l'éthanol contenu dedans. Et je dirais des produits plus concentrés, ça peut être difficile pour l'estomac, par exemple. Vous voyez, ça agresse l'estomac quand on boit des boissons très fortes. Mais pour le reste, c'est quand même l'alcool pur, l'éthanol qui est plus ou moins concentré ou dilué qui pose problème. Des produits vraiment frelatés, je dirais en Belgique, il y a des lois aussi, on n'en a pas en fait. Stéphane Chaud, parce qu'on dit, on va essayer de ne pas citer de marque, mais on dit parfois ça c'est la bière des alcooliques, ça c'est une boisson d'alcoolique. C'est vrai, on a parfois ce réflexe-là, ou bien il y a une espèce d'alcoolisme chic prétexte? Non, je pense pas. Je pense que le docteur Anack a très bien dit. C'est l'éthanol. Moi, ce que je recherche quand je bois, ce que je recherchais, parce que j'ai pas du tout l'intention de rechuter. Dieu soit loué, un jour à la fois ça fonctionne. Mais non, ce que je recherche, c'est l'effet. C'est pas du tout le goût. On parlait avant l'émission. Moi, j'ai adoré les vins de Bordeaux, mais j'en buvais très très peu avant de découvrir de l'apéro. Donc, c'est vraiment l'effet. Un alcoolique, en tous les cas, l'alcoolique que je suis ou que j'étais, est quelqu'un qui veut se défoncer. C'est tout. Il n'y a pas de... faut pas tourner autour du pot et dire oh non, mais moi j'aime bien le goût de tel ou tel alcool. Non, moi je m'en fous, n'importe quoi. Je boirai n'importe quoi si je peux me défoncer. C'est ce que je cherche à faire. Philippe Wiener, vous avez vu évoluer la consommation d'alcool dans vos restaurants avec les années. Est-ce que vous avez l'impression qu'on boit différemment aujourd'hui, et ça vous inspire quoi, finalement, avec un peu de recul là maintenant? Ça inspire, ça va peut-être être un peu conservateur ce que je vais dire, mais ça inspire un peu une perte de tradition. Donc on n'est plus dans mes établissements, on n'est plus dans le modèle le grand-père qui invite et on boit éventuellement une petite flûte de champagne avec une bonne bouteille de vin et un digestif, une poire ou un calvados. C'est un peu fini. Maintenant, on est passé vraiment souvent sur les gins, les mojitos, les apéritifs où on goûte un peu moins l'alcool, où c'est un côté très rafraîchissant. On ne boit pas forcément un verre d'eau à côté, on boit juste ceci, on se rafraîchit et on a tout dans un verre. Donc c'est un peu ça, le digestif est relativement parti, ça reste quelque chose pour les épicuriens, mais pour la masse, l'apéritif a pris beaucoup d'espace. Olivier Debreuer, vous avez l'impression aussi qu'il y a, alors peut-être dans un autre sens, mais un retour de la culture de la bière de qualité, la bière de chez nous, c'est ça, Brussels Beer Project? Oui, alors c'est toujours difficile de généraliser à partir de son cas, mais en ce qui nous concerne, effectivement, on a toujours poussé l'esprit de dégustation. On a aussi toujours poussé plutôt les bières un peu moins fortes en alcool. Nos bières spéciales sont rarement au-dessus de 6%, même si sur une cinquantaine de bières chaque année, il y en a des très différentes.
Sans parler des deux bières sans alcool, Picobello et Piconova, on a toujours essayé d'avoir des bières à 3-4% d'alcool et de pousser plus la dégustation. Et je pense, c'est toujours difficile de généraliser, mais qu'il y a aussi certains changements profonds de culture. Par exemple, l'alcool au volant, je pense, de la génération de mes parents, était tout à fait accepté. Aucun problème de prendre son verre de champagne, son verre de vin, sa poire, une deuxième poire, une troisième poire et de prendre le volant. Un dernier pour la route, la publicité Ricard. On prenait un dernier verre. De notre génération, et d'autant plus des générations plus jeunes, je pense que c'est tout à fait inacceptable. Donc ça, je pense que c'est quand même un changement qui est très sain. Et je pense effectivement que la relation a quand même un petit peu changé à ce niveau-là. Alors de nouveau, c'est difficile, mais dans nos établissements, je trouve qu'il y a quand même peu de gens qui viennent vraiment purement pour se bourrer la gueule. On est quand même plutôt dans un esprit de dégustation. Est-ce que vous avez l'impression d'être parfois, très honnêtement, un peu stigmatisé injustement dans les campagnes anti-alcool, alors que vous participez à une tradition presque culturelle en Belgique? Madame Anac dit oui. Non, du tout. Je voulais dire qu'il y a une véritable tradition culturelle en Belgique dans le sens de riche et de qualité. Ok, parce que je voulais revenir vers vous, docteur Anac. J'ai l'impression qu'il y a quand même deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que d'un côté, on va peut-être pas valoriser socialement, mais en tout cas trouver que les gens qui font la fête, c'est des fameux fêtards, c'est positif, on en rigole. Et puis, quand on est quelqu'un qui reconnaît boire trop, alors là, ça passe très mal. Est-ce qu'il y a une forme de stigmatisation de l'alcoolisme et est-ce que c'est la bonne manière de lutter contre l'alcoolisme latent aujourd'hui en Belgique? En tout cas, il y a certainement une stigmatisation et ce n'est pas facile d'admettre et de reconnaître qu'on a eu des difficultés avec la boisson. Pour donner un simple exemple, si vous rentrez un certificat médical, qu'est-ce que vous préférez dire? Vous avez eu un problème à votre cheville, vous avez une dépression ou que vous vous êtes retiré pour soigner votre problème avec l'alcool? Donc vous voyez, il y a quand même, c'est celui-là qui passe le moins bien. Donc il y a une véritable stigmatisation et aussi peu de mots, de paroles pour les personnes en situation intermédiaire. Et bien sûr, à juste titre, on loue les qualités des produits gastronomiques, mais il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce qui se passe entre les deux. Et Stéphane Chaud, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre quand on est, alors je ne vais pas dire au stade 6 bouteilles par jour, parce que là j'imagine il faut vraiment un accompagnement professionnel. Non, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Mais vous en êtes sorti, donc c'est faisable. Mais allez, quelqu'un qui serait dans cette zone grise, comme dit le docteur Anac, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Si c'est un proche, si c'est le compagnon, la compagne, si c'est quelqu'un de la famille, si c'est un copain, ou si on se sent soi-même dans ce cas-là. Comment éviter d'aller plus trop loin? Réfléchissez à votre réponse, docteur, parce que je vous pose la même question dans 2 secondes, mais je voudrais entendre. Ok, je pense, si je prends mon cas, je veux dire, nombreux dans la famille, dans mes amis, etc., sont des gens qui me disaient que tu as encore trop bu hier, etc. Mais moi, en 25 ans, d'abord, l'histoire des 6 bouteilles, ça n'a pas duré très très longtemps, c'est vraiment sur la fin. Mais voilà. Par contre, la stigmatisation, moi, ce que j'essaye de faire justement en sortant à découvert et en témoignant, c'est de dire à tous ceux qui ne boivent pas et qui n'ont pas de problème d'alcool, soyez bienveillants. Il n'y a rien de plus chiant qu'un alcoolique. Je l'ai été pendant 25 ans. J'ai cassé les pieds de tout le monde, mais et on a besoin de bienveillance. Et l'autre chose aussi, c'est que je ne me suis pas défoncé par plaisir. Je n'ai pas cherché... voilà, moi je me suis défoncé parce que j'allais mal. Donc les gens qui sont dans cette zone grise et qui constatent qu'ils commencent à avoir un réflexe quotidien ou une relation quotidienne avec l'alcool, bah oui, c'est qu'il y a un problème plus profond. Donc il faut être très bienveillant et il faut surtout essayer de s'éveiller plus vite. Moi, je me suis éveillé en 2007, mais il m'a fallu 8 années d'alcool et aller jusqu'au bout, avoir envie de sauter du toit, à risquer de me tuer en voiture, etc. pour... Docteur Anac, les conseils vraiment très concrets. Il nous reste 5 minutes d'émission. Je vous ai dit que ça passerait vite, mais les conseils concrets pour quelqu'un qui se dit moi je consomme trop, ou peut-être trop, c'est de faire quoi là dans le mois qui vient ou dans l'année qui débute encore? J'ai plusieurs réponses possibles. Oui. La meilleure, s'il vous plaît. Varier les sources de gratification et de satisfaction. Soigner les problèmes de la vie avec un médicament moins dangereux que l'alcool, avec d'autres activités. Je dirais varier les activités. Alors, je conseillerais aussi vraiment, si on se pose des questions, d'essayer simplement quelque chose. Ne pas boire tous les jours, ne plus boire que le week-end, réduire d'une façon ou d'une autre et voir ce qui se passe. Et aussi, notre programme est également à votre disposition puisqu'il est destiné aux personnes qui s'interrogent. Alcoolez-vous aussi à CHU Bruckmann. Il y a une question avant qu'on avance encore plus dans le débat, mais
On parle de l'alcool aujourd'hui parce que c'est tourné minéral, mais il y a des gens qui sont dépendants à la cigarette, au cannabis, au sport, et qui vont courir ou faire du sport intensif au point de s'abîmer le genou, de courir des risques pour leur santé s'ils tombent. Est-ce que c'est pareil ? Est-ce que, voilà, alors, qui veut répondre à ça ? Vous, peut-être brièvement, ou quel est votre sentiment là ? Est-ce qu'il y a une réaction dessus ? Alors Stéphane Chaud, brièvement, je voudrais aussi entendre, et puis Olivier de Brouwer. Voilà. Très brièvement, 12 ans, je commence à fumer. Dès que j'ai eu les sous, je fume 60 cigarettes par jour et j'ai arrêté il y a 2 ans et demi, donc c'est toute ma vie. 20 ans, je tombe dans la cocaïne pendant 3 ans. 26 ans, je découvre l'alcool, voilà. Et l'année dernière, je découvre que j'ai une autre compulsion qui est née, j'ai pris 20 kilos. Donc voilà, ça c'est un vrai alcoolique, un addict, quelqu'un qui a un problème de relation avec un produit gratifiant. Olivier de Brouwer a demandé la parole. Est-ce que vous êtes déjà inquiété pour vous ou pour d'autres en disant mais finalement, tu as vu ta pratique de ceci ou de cela ? On peut être accro à des écrans. Par rapport à la question, effectivement, l'abus est toujours mauvais. Et je trouve ça dommage qu'effectivement, il ne faudrait pas mettre tout le monde, culpabiliser tout le monde de prendre du plaisir, de bien vivre. Je dis, on est là quand même sur Terre, merde, pour se faire plaisir. On le voit bien pendant le Covid maintenant, qu'on a besoin de lien social, on a besoin de sortir. Et donc, je pense qu'il ne faut surtout pas culpabiliser les gens de vivre. Après, il faut être conscient, avoir un réflexe sain, de se dire, attention, là, j'arrive sur une zone un peu grise. Il ne faudrait pas qu'elle devienne noire, mais inversement, il faut aussi se faire plaisir, quoi. Docteur Anac, vous direz. Sur le plan cérébral, ce sont les mêmes zones qui sont impliquées. C'est le circuit de la récompense et du plaisir. Et en fait, l'alcool, la nicotine, les drogues font déraper le circuit de récompense en le faisant tourner trop fort et trop rapidement. Donc quand même, quand on est dans d'autres actes, c'est moins dangereux. Bien sûr, il y a des personnes qui font beaucoup trop de sport, mais la plupart des personnes, ça leur donne de la dopamine, un bon rush et sans prendre de danger particulier, sans courir de risques. Et c'est la même chose pour tous nos hobbies, pour nos relations, pour nos relations avec les personnes que nous aimons. Tout ça active notre circuit de récompense et de façon vraiment Et donc on peut être passionné et récurrent dans quelque chose, même qui n'est pas un produit forcément sain, sans que ce soit... C'est à chacun de voir, mais disons qu'il faut faire attention aux produits addictifs parce que c'est des produits, c'est fort, c'est des produits chimiques en fait. Okay. L'alcool, la cocaïne, donc on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus safe si on est dans des actes. Alors vous allez me dire, les écrans, ça peut déraper, mais finalement, comme tout le monde a accès aux écrans, il n'y a pas tant de personnes que ça qui dérapent et c'est quand même mieux de se changer les idées en regardant un film le soir. Philippe et comme il n'a pas eu beaucoup la parole, je sais pas, allez-y, c'est une parole libre, hein, vous pouvez intervenir, après on va conclure dans un instant. Donc, si vous voulez chacun ses addictions et toute addiction est mauvaise et l'écran, je vois ça avec mes enfants quand on leur retire leur écran, leur tablette qui pique des crises de nerfs et on voit ça sur les petits-enfants de 5 ans, on se pose beaucoup de questions sur l'être humain, c'est vrai, et je crois qu'il faut être bienveillant autour de soi. Quand on voit quelqu'un glisser, déraper, il faut de temps en temps avoir le courage de lui dire, d'en parler, quitte à se répéter. Mais c'est vrai, il faut de la bienveillance autour de soi et je crois que ça, c'est essentiel. Allez, très brièvement. Parce que d'ailleurs, on a un programme pour les addictions aux écrans aussi. Donc voilà, mais ce que je voulais dire, c'est peut-être mieux de faire du binge d'une série si on se sent malheureux que du binge drinking. Que du binge du vin, voilà. On arrive au bout de ce débat, mais vous aurez encore une fois la parole avant ça, jingle. Chacun pour dire ce que vous avez retenu du débat d'aujourd'hui. Olivier de Brouwer, qu'est-ce que vous retenez, vous, de l'échange que vous avez eu vous êtes un producteur de bière parmi d'autres, des meilleures bières, vous me direz. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette discussion en début de tournée minérale ? Je suis pris à court, là. Je pensais être dernier. On finit toujours par moi. Je me dis, j'ai un peu volé des éléments des autres. Vous venez de gagner 10 secondes. C'est ça, en parallèle, je réfléchis. Ce que j'en retiens, c'est il faut effectivement garder ce plaisir et ne pas culpabiliser tout en ayant effectivement un rapport assez sain, de la bienveillance, se rendre compte effectivement quand on dérape, que ce soit soi-même ou autour de soi, mais garder cette notion de plaisir. Garder ses plaisirs et la bienveillance. Philippe Pouiner, qu'est-ce que vous retiendrez de l'échange d'aujourd'hui ? Je retiens la perte de contrôle de Stéphane, qui a tout d'un coup perdu le côté plaisir. Il parlait de son expérience sur le Bordeaux, qui a glissé assez vite sur le côté
éthanol, Et donc, le cigarettes, risque de cocaïne. glyphosate. Et voilà, il faut retrouver le plaisir, et le plaisir de se retrouver, et pas culpabiliser. Boire un verre ensemble reste un bon moment et un élément très important dans la vie. Stéphane Chaud, de quoi vous parlerez sur votre site alcoolique.org si vous parlez du débat d'aujourd'hui? Responsabilité. Je pense qu'on essaye toujours de nous opposer aux gens qui travaillent dans l'ORECA, par exemple, ou les producteurs. Personne ne m'a forcé à boire, à prendre de la coke, à fumer, rien. C'est moi qui ai pris mes responsabilités. Donc voilà. Docteur Anac, le mot de la fin. Bienveillance et détente et plaisir sans addiction. Merci à tous les quatre. Bonne tournée minérale à celles et ceux qui la font cette année. À tous les autres, beaucoup de plaisir. Et puis on espère vous retrouver la semaine prochaine. Ce sera pour un autre débat, une autre thématique et d'autres invités.